Ils se sont rencontrés sur les bancs du lycée. Blond, grand, les yeux bleus, donc oui, très mignon. C'est le premier garçon qui m'a intimidée et c'est vrai que il n'était pas du tout présentable. Il était habillé en survêtement, mal rasé. Enfin, c'était vraiment pas du tout le genre de garçon vers lequel je me tournais. Moi, autant je ne le connaissais pas plus que ça. Par contre, lui me connaissait et me détestait. Mais ça, c'est très bon signe en général. Des coups de foudre inattendus. Le cœur qui battait, je savais plus trop trouver mes mots et puis ouais, tendance à rougir, on va dire. Le 14 juillet, on a été voir le feu d'artifice ensemble. Et du coup, je sais pas, l'émotion a pris le dessus. Et donc, j'ai passé le feu d'artifice dans ses bras. Et je lui ai dit, lui, c'est l'homme de ma vie. Des instants inoubliables. Il tremblotait un petit peu. Je lui ai fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as froid? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Quand je vois un feu d'artifice, j'ai le cœur qui s'emballe. Je suis très, très émue parce que pour moi, c'est le début de notre histoire. On se voyait vraiment passer notre vie ensemble. Mais ces amourettes de lycée peuvent-elles vraiment durer? Merci de nous être toujours aussi fidèles et merci à nos invités d'être venus nous faire rêver avec de belles histoires d'amour aujourd'hui. Alors qu'ils n'avaient pas encore 18 ans, ils ont eu un coup de foudre qui allait changer leur vie. C'est sur les bancs du lycée qu'ils ont eu droit à leur premier baiser. Un baiser qu'ils n'ont jamais regretté. Jusqu'où les a menés cette idylle de jeunesse? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Et puis, juste après le récit de ces jolies histoires d'amour, nous recevrons Christian et Shirley dans l'histoire continue. Ils nous diront où ils en sont depuis leur première visite sur notre plateau. Mais commençons sans plus attendre avec Élodie, une jeune femme qui, vous allez le voir, a une manière bien à elle de raconter son histoire. Bonjour. Bonjour. Quel genre d'adolescente étiez-vous au lycée? Plutôt pas timide, on va dire très sociable, toujours à aller vers les autres. Voilà, et puis plutôt bonne élève aussi. Donc voilà. Vous aviez des petits amis? Oui, plutôt quelques-uns. Après, c'était plus des flirts, jamais bien sérieux. Il Voilà. paraît que vous étiez une grande amoureuse, comme on dit. Oui, on va dire ça comme ça. Oui. J'avais plutôt tendance à vite m'accrocher aux gens et oui, à leur dire des je t'aime très rapidement. Un peu cœur d'artichaut? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Alors, en classe de terminale, quelle nouvelle cible, entre guillemets, avez-vous trouvé? Alors, quelle nouvelle cible? On va dire un beau jeune homme blond d'une classe d'à côté, donc Grégory. Donc voilà, en fait, je l'ai rencontré par le biais d'une amie commune. Donc, elle nous a présenté une fois juste comme ça. Elle lui a fait signe de venir. Hein. Et puis, on a discuté un petit peu. Moi, j'ai essayé d'entamer la conversation avec un copain à lui pour essayer de meubler un petit peu, mais bon, sans trop de réaction. Et puis, donc après... Vous plaisez physiquement? Oui, bien sûr. Tout à fait à votre goût? Oui, oui, c'est la première chose que j'ai remarquée, on va dire, oui, oui. Alors, vous vous êtes mis en tête de le séduire coûte que coûte. Est-ce que vous êtes parvenu à capter son attention? Alors, pas directement dès le départ, mais un petit peu après, par la suite, j'ai réussi tant bien que mal à attirer son attention. En faisant comment? Des petits jeux de séduction, c'était... je le taquinais un petit peu, on va dire, mais bon, comme il était très timide, j'arrivais même pas à savoir si je l'intéressais ou pas, donc voilà, après... Ça vous mettait dans quel état quand il s'approchait? On va dire le cœur qui battait, je savais plus trop trouver mes mots, et puis, ouais, tendance à rougir, on va dire. Est-ce que vous avez pu lui dire ce que vous ressentiez? Non, pas tout à fait dès le départ, tout simplement parce que déjà, je n'avais pas forcément envie d'aller la première vers lui. Parce que je m'étais dit, pour une fois, j'attends qu'il vienne faire le premier pas et puis on verra bien. Mais bon, comme il était timide, ça a mis un peu longtemps. Alors, les choses se sont concrétisées grâce à qui?
Grâce à l'amie qu'on avait en commun, en fait. Donc, un jour, elle le taquinait à savoir s'il avait des vues sur quelqu'un. Enfin, voilà. Puis, bon, à force d'insister, Grégory lui a dit oui, effectivement, j'ai quelqu'un en tête, mais tu sauras pas qui. Donc, elle fait allez. Bon, d'accord. Donc, il lui a dit par SMS. Et puis, donc, en fait, on va dire que j'ai jeté un coup d'œil sur son portable alors qu'elle ne le voyait pas. Et puis donc j'ai bien vu que c'était de moi dont il s'agissait, donc super contente. Alors à ce moment-là, vous avez trouvé le courage d'aller lui proposer un premier rendez-vous en tête-à-tête. Oui. À quel endroit? Au gymnase, donc dans un village à côté, donc dans le village où il habitait. Et parce qu'en fait, je faisais de l'escalade avec l'association sportive du lycée. Et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais, quoi. Et vous vous souvenez de la tête qu'il a faite quand vous lui avez dit? Oui, mais là, pour le coup, il était plutôt naturel. Il a dit « Oui, pas de problème, je viendrai m'entraîner au basket pendant que toi, tu feras de l'escalade. » Et puis voilà, quoi. Non, c'était plutôt sans vraiment d'arrière-pensée, je pense, en tout cas pour lui. Après, pour moi, si, bien sûr. D'autant plus que vos parents vous ont accompagné à ce premier rendez-vous? Alors, ils ne m'ont pas vraiment accompagnée, ils sont venus me chercher à la fin du cours d'escalade. Donc, en temps normal, ils ne venaient jamais. Et bingo, ce jour-là, ils sont venus me chercher. Donc, forcément, ils l'ont remarqué. Ils m'ont dit « C'est qui ce charmant jeune homme ?» Non, mais c'est personne. C'est un ami du lycée que je connais, mais rien de plus. Et puis, en gros, ils m'ont complètement mis à plat mon rendez-vous. Donc, vous lui avez donné un autre rendez-vous le lendemain. Oui, c'est ça. Et là, vous avez été plus efficace? Oui, plus efficace, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, c'est le moment ou jamais. Donc, le rendez-vous le lendemain matin au lycée. Et puis donc, on s'est donné rendez-vous sur le banc parce qu'effectivement, on avait toujours un rendez-vous sur le banc du lycée, à côté de la cafétéria. Donc, même s'il y avait des secondes ou des premières sur le banc, on les virait, c'était notre banc, donc on était les terminales, donc ils n'avaient pas le droit de s'y mettre. Et puis donc... Vous êtes bécotés sur ce banc? Pas public? Alors, pas tout de suite, on va dire. On ne s'est pas bécoté tout de suite. Non, en fait, j'avais un petit peu de mal à entamer la conversation quand même au premier abord. Surtout qu'il y avait son copain qui était là, donc après, il y a eu la sonnerie. Qu'est-ce qu'il faisait là, son copain? Il lui tenait la main? Non, mais bon. Il la chandelle? Ouais. Là, pour le coup, oui, il tenait un petit peu la chandelle, mais du coup, après, il y a eu la sonnerie donc, pour rentrer en cours. Donc là, il avait très bien compris notre petit jeu et tout, donc il est parti, il a fait « c'est bon, je vous laisse ». Oui, c'est ça. Et donc après, j'ai discuté, je ne sais même plus de quoi, je crois que c'était vraiment de la pluie et du beau temps, vraiment pour meubler, parce que j'arrivais vraiment pas à conclure. Et puis au final, deuxième sonnerie, donc là on était obligés d'aller en cours parce qu'on était déjà en retard. Là je lui fais non, mais je me suis dit dans ma tête, non c'est bon, il faut que je conclue, c'est maintenant. Donc du coup il commençait à partir, il fait bon, à plus. Je dis non, reviens là. Et puis là je l'ai embrassé. Pendant la sonnerie? Ouais, pendant la sonnerie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de votre premier baiser? Alors, le lendemain, on avait le carnaval du lycée. Donc là, effectivement, c'était un peu plus compliqué, on va dire. C'est vous, là? Oui. C'est qui? C'est Jane? Non, on va dire que c'était une femme de Cro-Magnon. Donc, là, j'avais fait la totale, mono sourcil et compagnie. Donc, oui, forcément. Donc, et alors, ça lui a plu? Justement, de là, j'ai commencé à me poser la question si ça allait lui plaire ou pas. Mais donc, du coup, je commençais à appréhender un petit peu le fait d'aller le rencontrer dans cette tenue. Donc, du coup... Il était déguisé en quoi, lui? Lui, il n'était pas déguisé. Il était trop timide. Et c'est quand même là que votre belle histoire d'amour a vraiment démarré. Vous nous direz tout à l'heure jusqu'où elle vous a mené. Mais d'abord, on va saluer Frédéric Farigou. Bonjour Sophie. Qui adore les histoires d'amour. Surtout les histoires de lycée. C'est des jolies histoires en général. Je trouve ça charmant. C'est un mélange d'audace, d'élan et puis de timidité. Ce jeu de la séduction. Et c'est là où on voit que les amours adolescentes, c'est le moment où on fait ses armes en matière de séduction et puis d'amour. Et donc je trouve ce début charmant.
Et c'est l'histoire après, si l'histoire dure, qu'on se raconte, qui fait le mythe en fait fondateur du couple. Donc alors justement, est-ce qu'elles peuvent durer, ces histoires d'amour débutées au lycée? Ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. Parce qu'en fait, les amours adolescentes servent plutôt d'expérience, d'apprentissage. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est là où on fait souvent sa première expérience sexuelle, où on apprend en fait à aimer. Et ce ne sont pas des amours qui sont forcément destinés à durer, plutôt à expérimenter et à faire un peu ses premières armes en matière d'amour. Alors on verra si les histoires de nos invités vérifient cette thèse, à savoir quand même que de plus en plus aujourd'hui, on assiste à ces personnes qui retrouvent leur premier amour sur Internet. C'est une grande tendance du moment quand même. C'est une grande tendance. Parce qu'en général, le premier amour fort comme ça marque. Et souvent, le premier amour imprime la nature des amours suivantes. Ça laisse une trace, ça laisse une empreinte, soit qu'elle ait été souffrante, auquel cas on aura tendance à vouloir réparer, soit qu'elle ait été formidable et on aura tendance à vouloir reproduire. Mais c'est vrai qu'elle laisse une empreinte indélébile la plupart du temps. Et on assiste effectivement à un retour avec les réseaux sociaux où on recherche son amour de jeunesse. Je pense que c'est parce qu'on est dans une société très insécurisante et qui fait qu'on a tendance à retourner vers le passé, vers des choses qui nous rassurent, vers des choses qui ont été bonnes pour nous et que du coup, l'avenir étant plus inquiétant, on a tendance à se retourner vers ce qui a été bon dans le passé. Vous vous souvenez, vous, de votre premier amour? Oui, je m'en souviens, mais je n'ai pas de nostalgie de cet amour-là. Et vous? Quoi, c'était nul? Non, mais je ne me vois pas du tout avec cette personne aujourd'hui. Bon. Mais moi, je m'en souviens aussi. Bonjour. Si tu m'écoutes. Alors, on va ouvrir à présent la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Nos années lycée ». On va faire la connaissance de Magali. Bonjour. Bonjour. Magali, vous avez rencontré un certain Sylvain au lycée. C'est ça. En fait, on s'est rencontrés après le lycée, oui et non. En fait, pendant le lycée, c'était quelqu'un qui fréquentait les mêmes amis que moi. On avait des amis donc en commun, mais du coup, j'arrivais pas. Enfin, c'était pas du tout le genre de garçon qui m'attirait. J'avais différentes. Il était très timide, très réservé. Moi, j'étais quelqu'un de un peu trop grande gueule, comme il disait, à son goût et pas très fréquentable. Donc vous ne lui plaisiez pas non plus, apparemment. Ah non, mais moi, il me détestait. Donc moi, autant je ne le connaissais pas plus que ça. Je savais comment il s'appelait sans connaître son nom, mais je connaissais son prénom. Mais voilà, enfin, c'est pas du tout quelqu'un sur qui je m'arrêtais. Par contre, lui me connaissait et me détestait. Mais ça, c'est très bon signe, Frédéric, en général. Hein, il y a de grandes histoires d'amour qui naissent de cette manière-là. En général, quand on se déteste comme ça au début, c'est qu'on provoque un truc fort. Alors, c'est lequel? Ah alors, à droite, c'est Sylvain, avec le crâne rasé. Et à gauche, en fait, c'est l'ami qui nous a... En fait, qui m'a mis dans ses bras, pour dire la chose comme elle est. Il m'a dit, mais t'as Sylvain qui est célibataire, c'est un bon garçon, il travaille bien, c'est d'une bonne famille. Et moi, je sortais avec un peu des gens pas très fréquentables, qui n'étaient pas du genre à être un bon gendre pour ma mère. D'ailleurs, ma mère les refusait tous. Elle les rencontrait et elle me disait, tu ne le ramènes jamais à la maison, celui-là. Alors, en sortant du lycée en juin 2004, vous avez changé, dites-vous. Dans quel sens, justement, avez-vous évolué? Vous êtes 10 filles, les bad boys? Alors, c'est toujours Nicolas. En fait, c'est Nicolas qui est vraiment à la source de notre histoire, donc notre meilleur ami. Le garçon qu'on a vu là, dans la couverture. Sous la couverture, si j'ose dire. En fait, on était en internat, c'est pour ça qu'il y a cette couverture. Et donc, Nicolas m'a dit, faut vraiment que tu laisses tomber. J'avais une histoire, en fait, j'étais partie faire mes études vers Châteauroux. Et j'avais quelqu'un sur Châteauroux et moi j'étais prête à m'investir, mais cette personne pas du tout en fin de compte, et je m'en suis rendu compte au fil de l'histoire. Et du coup il m'a dit mais continue, arrête toutes tes histoires et vois avec Sylvain. Et le 14 juillet, on a fait le feu d'artifice ensemble. Et en fait, je sais pas pourquoi à ce moment-là... C'est-à-dire quoi on a fait le feu d'artifice ensemble? En fait, on a été voir le feu d'artifice ensemble. Okay. Et du coup, je ne sais pas, l'émotion a pris le dessus. Et donc, j'ai passé le feu d'artifice dans ses bras. Donc, ça, c'était 2 ans après. Donc, du coup, c'est un moment qui reste pour moi. Enfin, quand je vois un feu d'artifice, j'ai le cœur
qui s'emballe. Je suis très, très émue quand je vois un feu d'artifice parce que pour moi, c'est le début de notre histoire. Mais entre-temps, vous lui plaisiez, vous, puisqu'il vous détestait au départ? Oui, j'avais changé. J'étais devenue plus sage, plus féminine, plus posée, plus mature. J'étais rentrée dans la vie active par apprentissage, donc ça donne aussi une maturité. Et vous aviez changé par amour pour lui? J'ai changé après d'autres choses par amour, oui, pour lui. Dans mon comportement, je me suis encore assagie avec lui, vu que c'est quelqu'un de très, très sage, très, très timide. Ma mère a découvert une nouvelle fille, donc elle était très contente. Bon, alors en tout cas, vous êtes devenus inséparables et vous avez commencé à faire des projets d'avenir. Ouais. Vous avez fini par prendre une décision au bout d'1 an et demi de relation. Laquelle? Alors, avant les 1 an et demi, au bout de 8 mois, on a décidé de prendre un appartement en location. Ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé. Et donc, on s'est dit, on va acheter. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait les choses sans trop réfléchir, sans faire de plan sur la comète. C'est peut-être ça le bonheur de notre réussite, je ne sais pas. On s'est dit, on va acheter un appartement plutôt que de dépenser dans un loyer. On va investir. Donc, on a investi, mais c'est toujours un engagement quand même, c'est un sacré oui, engagement. Mais je ne l'ai pas vu comme ça, quoi. On s'est vraiment laissé porter par la chose. On ne s'est pas dit, là, ça va nous tenir, nous lier à tout jamais. Ce n'était pas du tout dans cette... Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai voulu un enfant. Alors que, il faut savoir que quand j'étais adolescente, ça n'a jamais été mon rêve de petite fille d'être maman. Ça ne m'attirait pas du tout d'avoir des enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais... Donc, j'ai eu une envie d'enfant par amour pour Sylvain. Lui n'avait pas envie d'enfant puisqu'on n'avait jamais parlé de nos projets. En fait, on n'a jamais parlé de projet. Tout s'est fait comme ça. Et donc, voilà, après, j'ai eu notre fils. Ça doit beaucoup plaire à Frédéric, cette histoire. Justement, il n'y a pas de projet, c'est pas un truc ça se illusoire, construit au juste fil naturel. de ce qui se passe, de l'intimité qui se crée. C'est pas idéalisé. C'est la relation qui se tisse. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend à faire connaissance et à dire est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Puis ça s'est fait comme ça au fil du temps. Donc vous nous raconterez la suite de cette histoire qui m'a l'air bien solide. Mais d'abord, on va saluer Mélanie. Bonjour. Bonjour. Vous étiez dans quelle optique au moment où vous avez flashé pour un jeune garçon devant l'entrée du lycée? Je sortais d'une relation assez difficile. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup sortir avec plein de garçons. J'avais pas du tout envie de me poser. Même si, toute jeune, dès que j'étais petite, toute petite, je pensais à mon prince charmant que je rencontrerais et que j'aurais des enfants jeunes. Alors, il devait ressembler à quoi, votre prince charmant? Ah, je sais pas. Il n'y avait pas de il devait être romantique, surtout. Il devait être romantique, ce que je n'ai pas du tout eu. Mais il devait être romantique et juste attentionné. Ce que vous n'avez pas eu la première fois? Non, pas du tout. Et alors donc, quel a été votre premier contact avec celui qui allait peut-être vous bouleverser? C'était très nul. Très nul parce qu'on était devant le lycée et en fait, moi j'étais avec ma bande de copains, lui était avec la sienne. Je suis quelqu'un de très extraverti et je me suis mise à éternuer très fort. Et il s'est retourné, il s'est moqué de moi, il m'a dit « à tes souhaits ». Et donc du coup, avec toute sa bande de copains, ils se sont vraiment moqués de moi. Du coup, j'ai été très gênée et en fait, c'est parti de là, d'un éternuement. Et alors donc, il vous a dit « à tes souhaits », vous l'avez regardé ou vous vous êtes dit « c'est lui ». Je l'ai regardé et rien que son regard, je me suis dit... j'ai eu un coup de foudre. Après, physiquement, il ne m'a pas plu du tout. Pas du tout, du tout. Et quoi, vous avez eu un coup de foudre pour son regard? Son regard, juste ses yeux. Vous avez lu dans son regard? Voilà, juste ses yeux. Et vous avez lu quoi dans ce regard? Je sais pas, c'est le premier garçon qui m'a intimidée. Et c'est vrai que il n'était pas du tout présentable. Il sortait d'une relation aussi très difficile. Donc il était habillé en survêtement, mal rasé. C'était vraiment pas du tout le genre de garçon vers lequel je me tournais. J'étais quand même dans un lycée technique, donc il y avait une majorité de garçons en plus. Donc il n'y avait que l'embarras du choix. Voilà, c'est ça. C'est bien. Mais ça. Lui, je l'avais jamais remarqué auparavant. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? Donc les jours qui ont suivi, le matin, nous nous retrouvions devant le lycée. Avec moins de barbe, il était pas mal quand même. Oui, non, mais après là, c'est parce que j'en ai fait quelqu'un de bien. Ah bon, d'accord. Il l'avait relooké. Non, mais en fait, les jours qui ont suivi, on s'est retrouvés le matin.
Lui arrivait bonne heure avec le bus. Moi, je demandais à ma mère de me déposer un peu plus bonne heure, du coup. Et on se regardait beaucoup, on se regardait. Pour moi, il paraissait beaucoup plus âgé, donc en fait, je n'osais pas l'aborder. Et puis, il avait une bande de copains qui ne m'inspiraient pas du tout. Et donc, on a continué à se regarder pendant une semaine. Et puis, un jour, je me suis décidée, je dis, oh, ça avance pas. Du coup, j'ai envoyé mon camarade de classe lui donner mon numéro de téléphone. C'était la première fois que j'étais gênée envers un garçon. Et du coup, par l'intermédiaire de quelqu'un. Et mon camarade a failli se tromper de garçon en plus. Ça, c'est Donc, dommage. Voilà. Donc, il lui a donné mon numéro. Et puis, quelques heures après, il m'a envoyé un SMS. Et donc, il m'a dit ma journée a bien commencé. Et à ce moment-là, je me suis retournée vers mon camarade et je lui ai dit lui, c'est l'homme de ma vie. Je ne savais pas pourquoi, mais rien que ce SMS, il était tellement simple, comparé, c'est vrai, aux autres garçons qui allaient un peu plus, qui essayent d'aller droit au but. Lui, c'était vraiment dans la douceur. Donc, du coup, ça m'a plu et j'ai su que c'était lui. Donc, vous avez pris un premier rendez-vous? On a pris un premier rendez-vous au cinéma pour faire dans le classique. Quel film? Je sais même plus. Je sais plus. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup regardé le film? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé au cinéma? On s'est embrassés et ça m'a pas du tout plu. Ah bon? Non, pas du tout. Bah alors, vous avez pu regarder le film? Non, non plus. En fait, bon je le regardais beaucoup, mais son baiser m'a pas du tout plu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait ce baiser? Bah, je pense qu'il était timide, il devait un peu rentrer ses lèvres. Je sais pas, c'était pas terrible du tout, du tout. J'étais très déçue en fait en le voyant. Mais si vous vous êtes embrassés qu'une fois? Oui, qu'une fois. Ah bah oui, bah, ça m'avait suffi. Hein. Ah bon? Non, ça m'avait suffi. Du coup, après, on est sortis du cinéma. Et puis à ce moment-là, j'étais un peu partagée entre le fait de vouloir continuer cette relation et le fait de ne pas continuer parce que j'étais un peu déçue en fait, de ce premier baiser. Et alors, vous vous êtes réembrassés? On s'est réembrassés, c'était très bien. Ah bon, c'était mieux? Très bien. Ok. Oui. Donc, j'imagine que ça s'est reproduit plusieurs fois. Puis, peut-être avez-vous commencé à envisager un avenir? Au bout de quelques semaines, je lui ai dit mon premier je t'aime. J'étais vraiment folle amoureuse de lui. Alors, il était où ce premier je t'aime? Au lycée. Dans les couloirs du lycée. C'était au lycée. Lui a attendu un petit peu plus. Donc, il me l'a dit au bout d'un mois et demi. À quel moment? Pareil, au lycée. C'est hyper romantique, entre deux cours, dans un Oui, couloir. Voilà. Mais c'était tellement symbolique à la fois parce que c'était là où on s'était rencontrés. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on était bien au lycée, en fait. C'est là où on se voyait le plus souvent, finalement. Donc, et du coup, on a continué notre histoire. Puis oui, on a fait des projets rapidement. On a parlé des prénoms de nos futurs enfants. Enfin, on se voyait vraiment passer notre vie ensemble. Et donc, à peine 6 mois après votre rencontre, qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, on a décidé, parce qu'on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre, de vivre ensemble, mais chez nos parents. On était dans la même section au niveau des cours. Et en fait, on voulait faire une semaine chez mes parents et une semaine chez sa mère. Donc, Ils ont été d'accord, vos parents? Ça a été très surprenant pour eux. Mais mes parents, c'est vrai qu'ils ont accepté parce qu'ils savaient que j'étais pas n'importe qui et que je ramenais pas n'importe quel garçon. C'était vraiment le seul que j'avais ramené. Et ils voyaient que j'étais vraiment sincère et qu'ils appréciaient beaucoup Jonathan. Donc, Et ça s'est bien passé, la cohabitation? Ça s'est très bien passé. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 an. Et puis, à quel point votre relation avec Jonathan est devenue une priorité? J'ai décidé d'arrêter l'école à 17 ans. Je voulais vraiment être indépendante, je voulais travailler, je voulais avoir un autre appartement. Donc j'ai quitté l'école au mois d'avril et au mois de juin, Jonathan a eu une réponse d'une école sur Antibes, positive. Donc il devait partir sur Antibes. Moi j'étais en plein concours pour la gendarmerie. Donc du coup il est parti sur Antibes et un soir, après avoir passé le concours, j'ai appelé mon père et je lui ai dit écoute, il est 22h, je pars de la maison, mais je ne reviendrai plus. Et je vais devenir gendarme à Saint-Tropez ou... Non, du tout.
Non, du coup, je pensais plus du tout au concours, en fait. Ah bon. Je voulais partir à Antibes parce que je voulais pas être loin de lui, même si on n'était pas très loin, parce que bon, j'habitais Toulon, donc... Mais je voulais qu'on fasse notre vie ensemble et que lui fasse ses cours dans de bonnes conditions. Donc... Alors, c'était il y a 7 ans. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez eu raison de tout laisser derrière vous. Mais d'abord, on va écouter ces quelques messages de la rédaction. Et si c'est votre histoire, n'hésitez pas, contactez-nous tout de suite. À tout de suite. Il y a 3 ans et demi, Jean-Luc Delarue recevait Shirley, une mère courage qui l'avait marqué. Moi, je me bats contre une maladie qui a ma fille, une maladie pulmonaire qui lui ronge les poumons. On nous a envoyé à un hôpital parisien qui ne lui a donné que 4 ans de vie. Comment se porte Jennifer, elle qui a aujourd'hui 19 ans? Alors, ça te fait plaisir? La réponse tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous n'arrivez pas à oublier votre ex, vous êtes capable de toutes les folies pour le reconquérir. Votre ex-conjoint a tourné la page, vous ne supportez pas qu'il ait refait sa vie. Depuis votre rupture, vous n'arrivez pas à couper définitivement les ponts, vous continuez même à vous fréquenter. Votre ex n'a pas supporté votre séparation, il refuse de disparaître de votre vie. Vous avez vous-même harcelé votre ex ou tenté de détruire sa nouvelle vie amoureuse et vous le regrettez. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Frédéric Farigou, notre psychothérapeute, répond régulièrement aux questions de nos invités en plateau. Si vous rencontrez des problèmes de couple, que vous êtes dans une impasse et que vous souhaitez des conseils, connectez-vous dès 15h sur le site de france2.fr, rubrique Toute une histoire. Frédéric Farigou animera notre chat pour répondre en direct à toutes vos questions. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités nous font aujourd'hui le récit de leur plus belle histoire d'amour, celle qui est née dans la cour du lycée et qu'ils n'ont jamais oubliée. On va maintenant faire connaissance avec Émilie. Elle est avec nous par téléphone car des intempéries l'ont empêchée d'arriver jusqu'à notre plateau. Vous êtes là, Émilie ? Oui, bonjour Sophie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes tombée amoureuse dans une classe de lycée, mais à la différence de nos autres invités, ce n'est pas un camarade qui vous a séduite. Pour qui avez-vous littéralement perdu la tête à cette époque? Pour mon professeur d'espagnol. Il avait quel âge? 20 ans de plus que moi. Il a senti que vous flashiez sur lui? Oui, je pense. Je pense que les regards étaient assez insistants pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Est-ce que vous lui aviez exprimé? Non, j'ai jamais exprimé en fait. Comment vous expliquez que vous ressentiez aujourd'hui ce besoin d'en parler une dizaine d'années après? C'est une histoire en fait qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a laissé aussi beaucoup de traces dans ma vie et qui est encore présente pour certains aspects. Vous pensez à lui? Ça m'arrive, oui. Fréquemment? Régulièrement, oui. Et pourtant, vous avez fait votre vie depuis. Oui, mais il y a un lien qui est encore présent et que j'ai de la difficulté à couper ce lien, en fait. Alors, cet enseignant est devenu une véritable obsession pour vous. À quel point? Alors, pendant mes années de lycée, c'était de savoir ses horaires, de connaître ses horaires, de savoir où il se trouvait presque à quelle heure et de connaître davantage ses intérêts. C'était d'essayer d'en savoir un maximum sur lui, en fait. Qu'est-ce que vous en faisiez de ces horaires? Vous vous mettiez sur le chemin, sur son chemin? Exactement. En tentant d'attirer son attention? Oui, exactement. C'était une façon déjà de le voir, quelques secondes ou minutes de plus, et de la même façon qu'il me voit aussi sur son passage, en fait. Alors, est-ce que vous tentiez de le déstabiliser, par exemple? Peu, en fait.
peu. C'était juste des regards assez naïfs, assez insistants, mais quand même naïfs. Assez naïfs quand même. Alors, c'est quoi un regard insistant, naïf? Je vois mal le genre de regard. C'est insistant pour dire qu'il y a de l'intérêt, mais naïf parce qu'il n'y a pas énormément de séduction féminine à l'intérieur. Bonne explication, très bien. Vous avez fantasmé sur cet homme pendant 3 ans, mais vous saviez que vous ne le verriez plus une fois le bac en poche, justement, après vos années de lycée. Alors, quel souvenir vous gardez de cette période d'examen? Des souvenirs assez flous. Je savais que c'était bientôt la fin, je savais que les chemins allaient se séparer par la force des choses. J'ai un souvenir assez précis de l'examen oral d'espagnol où j'ai littéralement paniqué et je crois que par pitié il m'a donné une bonne note finalement. Est-ce que vous l'avez passé avec lui, l'oral d'espagnol? Oui, oui. Donc vous avez perdu vos moyens, vous êtes devenue toute rouge? J'ai perdu mes moyens et puis je pense que par pitié il m'a quand même donné une bonne note, mais j'ai l'impression d'avoir pas mérité la note que j'ai obtenue. Alors vous y avez lu quoi dans cette bonne note? Vous vous êtes dit tiens, peut-être qu'il a des sentiments pour moi s'il me met cette bonne note? Non, je pense que c'est vraiment il savait des capacités que j'avais et puis il a tenu compte des capacités et des notes de l'année, je pense. Donc à quel point cette histoire vous a-t-elle marqué? Dans quelle voie professionnelle vous êtes-vous engagée? Sans surprise, je suis devenue moi aussi enseignante. Et vous enseignez quelle matière au hasard? Espagnol. Espagnol. Voilà. Bon, et est-ce que vous enseignez dans le même lycée? Non, par chance. Pourquoi vous dites par chance? Bah, ça aurait un peu compliqué les choses. C'était bien de prendre la distance à un certain moment. Mais vous l'avez revu, cet homme-là? Oui. Et alors? Oui. Ça évolue au fil des années et plus les années avancent, plus la distance s'installe et c'est très positif comme ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous lui avez avoué vos sentiments en tête-à-tête? Il y a eu plusieurs tentatives. J'ai jamais dit clairement les choses, mais j'ai tenté de les faire comprendre, mais il n'y a pas eu d'écho. Il y a eu j'étais un petit peu contre un mur. À quel point cette rencontre a-t-elle changé votre vie? Elle a influencé mes choix de vie, elle a influencé mon choix professionnel particulièrement, et puis la façon dont les choix que j'ai fait dans ma vie. Mais dans votre vie personnelle aussi, professionnelle, on a compris, mais aussi dans votre vie personnelle? Personnelle, c'est plutôt par rapport aux intérêts. J'étais extrêmement motivée, j'étais très curieuse. Je pense que j'ai été en fait dopée. C'était une petite dose de dopage. Est-ce que par exemple l'homme que vous avez choisi pour partager votre vie a des points communs avec votre professeur d'histoire? D'espagnol, oui. D'espagnol. Je dis professeur d'histoire. Et oui, j'avoue, c'est un lapsus, parce que moi j'étais amoureuse de mon professeur d'histoire. Je me dis, voilà. Oui, des points en commun. Alors, quel genre de points communs? Des points de caractère, des intérêts communs, et par quelques coïncidences et hasards intéressants. Oui. Et alors, pourquoi vous avez envie d'en parler aujourd'hui, de cette histoire? Parce qu'en fait, j'ai décidé de vraiment trouver une façon de couper le lien et de mettre une fin à ce lien que j'ai toujours tenté de maintenir. Et puis, c'était une façon de mettre un point final, d'en parler publiquement. Donc, en parler, c'est une manière de vous libérer. Exactement. Et pourquoi ça vous a encombré? Ça vous a encombré la tête? Ça m'a encombré la tête, oui. Et ça vous a encombré la tête dans quel domaine, par exemple? Ça m'a permis de faire plein de choses, mais ça m'a encombré la tête parce que j'avais pas toujours les idées claires et j'avais toujours ce besoin de maintenir un lien, d'où la volonté de forcer des rencontres, de maintenir ce lien. Et ça m'a encombré la tête. Ça vous gênait vis-à-vis de votre mari, par exemple? Entre autres, oui. Bon. Oui. Eh ben, on vous souhaite de vous en libérer. Quelle est votre impression, Frédéric? En fait, son histoire, c'est l'histoire d'un deuil pas fait. C'est comme si, effectivement, le fait de maintenir le lien, c'était le deuil pas fait de la relation qui aurait été possible avec cet homme. Donc l'idée,
comme dans un deuil, c'est de le remettre à la bonne place. C'est que cet homme a fait partie de l'histoire d'Émilie. C'est une rencontre fondatrice comme on en fait parfois à différents âges de l'existence et qui nous fait grandir. Alors là, en l'occurrence, elle explique que cette rencontre a influencé ses choix, mais en fait, cette rencontre n'a fait que révéler des choses qu'elle portait en elle, qui ont été exacerbées parce qu'effectivement, cette rencontre a sublimé tout ce qu'elle a mis en place, l'a motivée, l'a poussée à passer à l'action, mais elle le portait déjà en elle. Oui, d'accord, enfin, ça l'a encombré pratiquement toute sa vie jusqu'à maintenant. Ça l'encombre parce qu'effectivement, elle ne l'a pas laissé à cette place-là, quelque part de mentor ou de guide. Elle l'a gardé encore comme un possible amour à concrétiser. Or, il ne sera jamais ça. Il a visiblement été relativement clair. La relation ne sera jamais ça. Donc, si elle le met à la bonne place, le deuil sera possible à faire. Et elle ne sera plus dans l'attente qu'il se passe quelque chose avec cet homme. Elle acceptera que c'est un homme qui est très important dans son histoire, mais qui fait partie de sa construction. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie? Je trouve que c'est très pertinent comme toujours et je suis très heureuse d'entendre cette analyse en fait parce qu'elle est totalement juste et elle me parle beaucoup. Est-ce qu'en témoignant aujourd'hui, Émilie le range dans la bonne boîte? Je pense parce que vraiment, c'est une manière de clore, d'aller au bout de cette histoire qui est extraordinaire. Donc, le fait d'en parler ici, c'est aussi pas ordinaire comme manière de clore une histoire. Donc de le mettre à sa place de guide dans sa vie. Mais voilà. Et on peut en avoir d'autres. Et si elle lui avait fait une déclaration, elle n'aurait pas pu, à l'époque, s'en débarrasser plus vite? Je crois pas. Je ne crois pas, parce que si vous voulez, quand on fantasme sur quelqu'un qui est comme ça, une autorité que l'on admire, on peut interpréter pas mal de choses qui ne sont dites ou pas dites comme on l'entend. Donc, quelque part, même s'il lui avait dit quelque chose de clair, elle aurait pu l'interpréter autrement. Donc, c'est à elle de faire son cheminement par rapport à ça et de vraiment lui faire cette place dans sa vie, mais une place qu'il a construite, mais qui n'est plus son présent aujourd'hui. Bonne chance. Oui, bonne chance, Émilie. Merci d'avoir appelé. Bonne journée beaucoup. Et en espérant que les conseils de Frédéric seront fructueux pour vous. Merci. On va poursuivre avec notre deuxième partie qui a pour titre « L'avenir est à nous » et on va reprendre le fil de l'idylle de Magali qui nous réserve quelques surprises. Vous avez fini, Magali, par vous ouvrir... par ouvrir votre cœur à Sylvain, un jeune homme qui n'était pas du tout à votre goût, lorsque vous étiez au lycée. De quelle envie lui avez-vous fait part juste après que vous soyez tous les deux devenus parents? Alors en fait, le 17 septembre 2011, j'ai ma petite sœur qui s'est mariée. Donc voilà, c'était pendant le mariage de ma petite sœur. Donc là, tous les deux, vous aviez donc ce petit garçon qui s'appelle comment? Il s'appelle Mathéo. Mathéo. Et donc, vous lui avez demandé quoi pendant ce mariage? Alors en fait, pendant les préparatifs de ma sœur, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai jamais moi rêvé de rencontrer le prince charmant et encore moins de me marier. Enfin voilà, encore une chose. Et donc du coup, au fil des préparatifs, et puis notre amour, en fait, il continue de grandir, même aujourd'hui, quoi. C'est un amour grandissant de jour en jour. Et je me suis dit... Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Ça arrive alors? C'est super. Bah ouais. Et donc j'ai l'envie du mariage qui m'est arrivée, donc Sylvain, pas du tout. Et au moment du mariage de ma petite sœur, elle a fait le jeter du bouquet. Et je me suis battue, mais le bouquet était dépioté, mais je me suis battue, j'ai arraché le bouquet. C'est moi qui l'ai eu, tellement j'avais l'envie et je me suis dit, ça me portera chance. C'est vraiment pour moi, c'était une obligation d'attraper ce bouquet. Et donc, quand je l'ai attrapé... Vous êtes jeté dans la foule pour attraper le bouquet? Ah oui, j'ai poussé les gens. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le fait, mais c'est après avoir vu la vidéo et les photos. Et j'avais honte de moi et je me suis dit, mais comment je me suis comportée? C'était indigne, mais j'avais tellement envie de ce bouquet. Donc, je l'ai attrapé et là, je lui ai dit, le plus beau cadeau que tu me fasses, c'est qu'on se marie pour le 14 juillet 2013. Et donc là, l'envie n'arrivait pas, il n'avait toujours pas envie. Et donc, Sylvain m'a déclaré qu'il voulait un deuxième enfant. Donc moi, déjà au départ, j'en voulais pas. Après, j'ai eu envie d'un enfant, on a eu Mathéo. L'accouchement était très compliqué, ça s'est très mal passé. Donc ça m'a vraiment... C'était un. Je m'arrêtais sur un enfant et ça ne sera pas deux. Donc plus ça allait, plus il me réclamait ce deuxième enfant. Et je lui ai dit, écoute,
un enfant seulement si tu me fais une demande en mariage. Donc tout le monde me disait, t'as pas honte, c'est du chantage. Je lui dis, bah pourquoi, il n'y a pas de raison. J'ai envie de me marier, il veut un deuxième enfant. Il me demande en mariage, il aura son deuxième enfant. Donc, et donc pour mes 30 ans, je lui ai dit, écoute, je désespérais, j'étais vraiment... et je lui ai dit, si pour mes 30 ans, tu ne me demandes pas en mariage, de toute façon, je coupe mes cheveux. Parce que quand on veut se marier, on veut garder les cheveux longs pour faire le beau chignon et tout. Et donc là, pour mes 30 ans, j'ai tout coupé court. Jamais je l'avais fait et j'ai coupé tous mes cheveux. Et donc, du coup, là, je me suis dit, bon, je fais une croix dessus, on oublie le mariage. Mais c'est pas pour autant que, voilà, après, mon couple allait quand même... on était très heureux. Mais voilà, j'ai fait le deuil du mariage, vraiment. Et fin novembre de l'année dernière, donc il y a quasiment un an, jour pour jour, mon projet de deuxième enfant, à force que Sylvain m'en parle, je l'ai mûri secrètement, sans rien lui dire. En fait, on partage tout, il vient avec moi partout, tous mes rendez-vous, on ne se sépare jamais. Et là, je suis partie toute seule à un rendez-vous et même lui s'est demandé où j'étais. J'ai confié le petit à ma mère, je lui ai dit je vais quelque part et je reviens. Et donc le soir, quand il est rentré du travail, je lui ai dit on va manger au restaurant ce soir. Et donc au restaurant, je lui ai offert l'ordonnance de mon rendez-vous. J'avais été chez le médecin en fait pour pouvoir retirer mon stérilet, pour pouvoir lui faire en fait la demande et le cadeau du deuxième enfant en fait qu'il attendait depuis tant. Et donc bon là, il était très très ému parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et après, moi, j'ai été encore plus émue que lui. C'est qu'une semaine après. Donc, j'en parlais plus du mariage, j'avais vraiment fait le deuil. Et une semaine après, je suis rentrée chez moi et il m'a fait ma demande. Alors, du plus romantique, en plus, Sylvain est très discret. Donc, vraiment, ce que je ne m'attendais pas. Et donc, je suis rentrée, il avait fait un grand chemin de pétales de cœur jusqu'à dans la chambre. Et mon fils était avec lui, il se cachait, en fait. Je me demandais où ils étaient. Et j'ai trouvé donc une boîte à bijoux. Et quand mon fils est sorti... il m'a sorti, maman, c'est jour de fête, c'est jour de fête. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et donc, voilà. Donc, ça existe alors, des trucs comme ça. Des pétales, tout le truc. C'est un homme très romantique. Pas spécialement, mais en tout cas, pour ce jour-là, oui, il a fait très fort. Donc, et alors, vous avez dit quoi, finalement ? Lui, il m'a rien dit. Pourquoi il vous a rien dit ? Il ne l'a même pas formulé ? Non, il était très, très ému. Il n'a pas su le formuler. Vous ne l'avez même pas entendu ? En fait, j'ai pris le paquet cadeau, je l'ai ouvert, donc c'était une bague. Et je lui dis, c'est quoi ? Et mon fils me dit, c'est jour de fête pour le mariage. Et je lui dis, c'est quoi ? C'est la bague du mariage ? Enfin, du coup, l'alliance du jour J ? Ou si c'est pour la demande ? Il me dit, non, c'est pour la demande. Qui a dit ça ? Là, Sylvain. Ah bon ? Donc, il me dit, c'est pour la demande. Donc là, je lui ai sauté dans les bras. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai envoyé la bague en photo à tous mes amis. J'ai appelé ma mère en pleurs. Alors, vous allez lui dire oui le 15 février prochain. Oui. Il y a 15 jours, vous nous avez accueillis chez vous pour nous faire partager les préparatifs de ce mariage pas comme les autres, totalement givré. C'est le titre du reportage que nous avons tourné chez vous à Lieu-Saint, en Seine-et-Marne. À Lieu-Saint, en région parisienne. Tu coupes pas le... Ouais. Faut pas que ça se voit, ça. Moi, je finis la petite, là, comme ça. Ouais, après, tu fais la petite. Et moi, je vais faire un test déjà avec la neige. Magali et Sylvain, 31 ans tous les deux, sont en plein préparatif de leur mariage. On met la neige jusqu'à ce niveau-là à peu près. Ensuite, on met ça. Après 10 ans de vie commune, ils se diront oui le 15 février 2014. Pourtant, en 2004, lorsqu'ils se sont rencontrés, rien ne laissait présager une histoire d'amour. Il y a 10 ans, j'aurais pas cru qu'on en serait arrivé là, à la préparation du mariage. Bah non, c'est clair que c'est pas le truc... T'étais anti-mariage, j'étais pas pour mariage non plus. J'étais même pas pour me mettre avec toi, donc déjà à la base... Car il y a 10 ans, ils se détestaient. C'est dans ce lycée agricole qu'ils se sont connus. Et c'est la première fois qu'ils reviennent ici. C'est quand même plus joli, hein, franchement. Ouais, c'est plus ouvert. Là, il y avait le gymnase. Même là, sur les côtés, tout ça, là. C'était ta salle de cours, là? Non, c'était celle-là, toi. Je ne reconnais plus. À peine entrés dans l'enceinte de l'établissement, les souvenirs remontent à la surface.
Là, t'étais avec ton ex, là, sur la chaise, là. Bah écoute, On te charriait avec... bah, après, chacun fait sa vie. Au moins, j'ai profité quand j'étais jeune. De toute façon, tu m'aimais pas avant, donc y avait pas Comme de quoi, souci. tout change. Hein. Ouais, comme quoi. Il y a 10 ans, Magali et Sylvain ne se supportaient pas. Tout les séparait. Lui était un lycéen timide et réservé, et elle, la rebelle du lycée, de nature plutôt excentrique. T'étais Bah pas du non, tout mais- le genre de garçon que je regardais et puis je te calculais pas du tout en plus. Je pense que je savais même pas ton nom de famille à cette époque-là, à ce point, donc... Bon, on se parlait très rarement. Hein. Mais contre toute attente, après la remise des diplômes en juin, Magali et Sylvain se découvrent d'une autre manière et ne se quitteront plus. Tu veux jouer à quoi, Mathéo? Au cœur. La carte? Il y a 4 ans, Mathéo est arrivé dans leur vie. Dans la famille chat, Mathéo. Un fils. Oh non, mais moi je veux pas avoir de pioche. Maintenant, on a un petit garçon. C'est qui notre petit garçon, Bibichon? C'est toi? Chipono. On a un petit bibichon d'amour maintenant. Très gentil. Aujourd'hui, Magali a invité sa famille pour le déjeuner. Et là encore, les années lycée ne sont pas si loin. J'ai pensé à vous l'autre jour, je suis passée à Brie, devant le lycée agricole. Je revoyais Magali avec son jogging et ses baskets. Hein, ouais. On est loin des jogging baskets. Et Hein. son manteau de triangle, là, Oh là là. Commencé par la tête. Toujours habillé style garçon, tout le temps. On est loin de la robe de mariée, des chaussures à talons. Hein. Ah là, ouais. Bon, ça va, tu m'as pas trop connu comme ça. Légèrement masculine. Oula. Comme quoi, hein, qu'est-ce qu'on peut changer hein. Sylvain, il a changé aussi. Ah oui, même Sylvain, il a changé. Il est moins discret qu'avant. Hein, il se lâche plus. Et pourtant, ces deux-là vont bien se marier dans 3 mois. L'objectif du moment, que tout soit prêt pour le jour J, notamment les tissus avec lesquels la salle sera décorée. On va installer ça. Ouais, on va essayer de voir si mamie, elle a fait du bon travail. Ah, bah, j'espère, hein. C'est bien. Faut dire que dans 3 mois, Allez, tout sera On sera ramassé. bien mariés. ça va vite arriver. Hein. Et faire tout ça pour 5 minutes. Non, c'est pas 5 minutes, tu regardes, ça va durer une journée, 2 jours presque. On a quasiment tout fini. On va continuer. C'est bon. Ça sera prêt pour le mariage. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, Magali, et nous attendons une invitation pour cette fameuse cérémonie. On va reprendre maintenant le fil de l'histoire d'Élodie. Vous êtes émue? Oui. Normal. Pourquoi? C'est normal. Ouais, Tout bah, est prêt, là? Quasiment tout prêt, oui. Non, mais c'est l'histoire, en fait, c'est ça. J'aurais Une pas robe pensé... de princesse? J'espère, oui, oui, elle est en cours. Blanche? J'en dirai pas plus. On va garder le secret, je reviendrai vous voir. Je vous la montrerai. Bah, vous viendrez là-bas dans l'histoire continue. Élodie, vous avez rencontré Grégory en 2007 en classe de terminale. Vous avez mis quelques mois à lui mettre le grappin dessus. À quel moment vous avez compris qu'entre vous, c'était plus qu'une amourette de lycée? Alors, une fois que tout était conclu et qu'on était ensemble, on va dire que c'était courant d'été, après le bac en fait. Après avoir passé le bac au lycée en 2007, c'est vrai qu'on a passé des vacances ensemble, on est allé dans le sud, donc au Gros-du-Roi, donc c'était super. On a passé 10 jours ensemble, c'était magnifique. Ouais, voilà. Ouais, un petit souvenir de vacances. Et oui, on a passé des super moments, on était vraiment complices et tout, on s'est plus découverts l'un avec l'autre, enfin tout le temps l'un avec l'autre, donc c'était vraiment génial. Et donc oui, après, on s'était inscrits en fait cet été-là donc à la fac, parce qu'il fallait quand même penser aux études après. Et donc on avait fait aussi des demandes de logements étudiants. Et en fait, au dernier moment, les logements étudiants nous ont été refusés chacun de notre côté. Donc pour faciliter les choses, on s'est dit pourquoi pas habiter ensemble. Donc on a fait une demande dans un... C'était un tout petit truc avec quelques chambres, voilà, vraiment tout petit, c'était des chambres de 9 mètres carrés. Et donc, en fait... Vous deviez partager? Non, on avait une chambre en fait chacun, mais au même étage. Ouais. Donc en fait, on s'était dit, bon, voilà, comme on est jeunes, et puis bon, les parents, on va pas non plus leur dire, bon, ça y est, on va habiter ensemble tout de suite. Non, c'était pas trop dans l'idée quand même. Du coup, c'est vrai que le compromis des chambres au même étage, ça nous paraissait sympa.
Et puis au final, on n'a pas fait chambre à part du tout. Pendant toute l'année, on était tout le temps ensemble. Et il a fini... Dans quelle chambre alors? Plus souvent dans ma chambre, on va dire. Mais on faisait un petit peu de camping. C'est peut-être ça, ouais. Donc voilà, du coup, on a fait pas mal de va-et-vient avec le lit de camp. Voilà, donc ça c'était aussi l'été, on avait organisé une fête pour mes 18 ans, donc été 2007. Donc peut-être avant ou après les vacances dans le sud, je me souviens plus trop, mais voilà, donc ça c'était les premières photos officielles quand on était ensemble, c'était marrant. Alors, vous avez fait votre petit bout de chemin et puis, en grandissant, Grégory, le grand timide, s'est montré un petit peu plus intrépide. Qu'est-ce qu'il a décidé pour vous clamer son amour 2 ans après vous avoir rencontré? Alors, en fait, il m'a offert un beau cadeau pour mes 20 ans. Donc, c'est vrai qu'il avait fait tout un poème, etc. C'était romantique, c'était mignon. Et puis, donc, un voyage au Canada. Donc, déjà là, super cadeau, vraiment trop content. Donc, super. Et puis, au Canada, il m'a fait sa demande en mariage. Comment? Alors là, j'ai pas eu le droit aux pétales de rose ou quoi que ce soit. Bon, le cadre était super, c'était au bord du Saint-Laurent, donc avec les baleines et tout. C'était vraiment le cadre idyllique, le coucher de soleil, génial. Bon, mis à part que la tenue n'était pas forcément au rendez-vous, vu qu'il faisait pas très chaud, on avait le caouet, le pantalon dans les chaussettes. Comme c'était un camping un peu sauvage, il y avait le feu de camp à côté, donc... Bon, c'était pas les plus romantiques, on va dire, mais on en garde vraiment des bons souvenirs. Voilà, il tremblotait un petit peu. Je lui ai fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as froid? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, mais bon, c'était tout mignon. Et puis, il m'a sorti sa bague et il a même pas eu besoin de me parler. J'ai compris tout de suite. Et vous avez dit oui? Oui. Alors, votre mariage est prévu dans 10 jours exactement. On va tout de suite demander à votre fiancé dans quel état d'esprit il est à l'approche du grand jour, puisqu'il est là. Merci d'applaudir Grégory. Ils sont tellement jeunes. Vous avez quel âge? Donc 20 ans? Combien? 25 ans. 25 ans. Et vous? 24. 24. Heureux? Oui, très. C'est sûr, depuis tout ce temps, ça fait bientôt 7 ans. Ouais. C'est sûr qu'on a passé de très bons moments. Puis comme elle a pu le dire à l'instant, du coup j'entendais, l'histoire des fiançailles, on garde vraiment un très bon souvenir. C'est vraiment l'aventure et c'était idéal. Beau garçon, hein, avec les cheveux un peu plus longs, un petit faux air de Robert Redford, là, je trouve. Mais je m'ai dit encore. Hein, attention, hein, méfiez-vous, parce que... comment vous envisagez l'avenir tous les deux? Donc le mariage, après le mariage, des enfants, qu'est-ce que vous envisagez? Oui, alors c'est sûr que par la suite, on fera étape par étape, mais c'est vrai qu'en ce moment, le mariage est très prenant. C'est vrai qu'on l'a fait en 3 mois et demi à peu près. On s'est décidé début septembre. Ouais, septembre. Et là, on y va à fond dessus et pour l'instant... Vous le préparez ensemble? Oui, on fait le maximum. Donc, tout artisanal. Voilà, c'est ça. Elle s'occupe de la décoration, donc elle fait un peu tout, elle touche à tout. Il y a un thème? Alors en fait, le thème, c'est tout simplement donc, au niveau couleur, on a fait ivoire, bleu et puis marron chocolat. Et sinon, en fait, il y a plus un fil rouge sur la soirée, parce que comme on est un peu aventurier, qu'on aime... pour le voyage de noces, on voulait quelque chose vraiment partir. On ne savait pas trop où exactement. Pas dans les îles, pas vraiment romantique. Voilà, on voulait refaire un peu comme pour les fiançailles, un peu à l'aventure. Et donc, on ne savait pas encore trop quel pays faire. Et on a décidé qu'en fait, il y avait 6 tables. On s'est dit, on va mettre un nom de table à chaque... pour le nom de table, ça va être un pays. Et du coup, on va faire une animation tout le long de la soirée. Et la table qui gagnera, on partira ici. Donc, voilà. on part là-dessus. Ça se décidera vraiment le jour du mariage. Les invités vont jouer et puis ça se décidera comme ça en fait. Ça animera un peu.
Bon, ils sont charmants, on voit dans les regards qu'ils s'aiment, ces deux-là. Hein, Frédéric? Charmant, et puis moi, c'est vrai que j'aime bien les histoires qui se construisent, on le sait maintenant. Ça, on avait bien compris. Hein. Mais ce qui est marrant dans leur histoire, c'est qu'effectivement, ils n'avaient projeté ni l'un ni l'autre de se marier avec l'autre, et puis c'est ce qu'ils ont découvert au fil du temps qui a permis, en fait, la découverte de l'autre, qui a permis de dire « j'ai envie de m'engager avec toi ». Donc, très bien. Il y a une constante chez ces couples, c'est le plaisir de partager. Ils font beaucoup de choses ensemble. Oui. Oui, et puis... alors, je retiens par exemple que les préparatifs du mariage, ça se prépare ensemble. Je vous ai souvent entendu dire que quand le monsieur ne s'y intéressait pas du tout, c'est pas terrible. C'était mauvais signe. Et surtout, là, ils vont faire un mariage qui leur correspond vraiment, qui leur ressemble. Et c'est ça qui est important. Bon, vous viendrez nous raconter? Ah bah oui. Il n'y a pas de souci. Vous aurez de beaux enfants. Vous en voulez combien? Ouf, on verra par la suite. Bon, vous êtes charmant. On vous souhaite d'être heureux. Merci. Mélanie, vous nous racontiez en début d'émission qu'à seulement 18 ans, vous avez tout quitté pour suivre Jonathan à Antibes. Hein, vous avez arrêté vos études. Vous étiez sur le point de devenir gendarme. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre formation. Et vous êtes parti le rejoindre. Que vous a-t-il demandé en mai 2010? Donc, il m'a fait sa demande. Comment? C'était tout simple. On était chez nous et puis il m'a juste dit qu'il voulait un peu plus d'engagement dans notre relation parce que beaucoup ne nous prenaient pas au sérieux. Donc, en fait, on est simplement allé choisir une bague tous les deux et on a décidé d'un commun accord qu'on ferait nos fiançailles. Donc ça, c'était le jour de nos fiançailles. Mais voilà, tout simplement, et en se disant que le mariage, ce serait pour plus tard parce qu'on était encore jeunes et qu'on voulait prendre notre temps. Donc, du coup, voilà, on a pris notre temps. Et qu'est-ce que vous avez appris le mois suivant? Le mois suivant, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, du coup, ça a décalé vos projets de mariage? Non, parce que c'était pas vraiment... voilà, on s'était fiancés, mais c'était pas dans l'absolu. Donc, du coup, on s'était pas donné de date exactement. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai appris que j'étais enceinte... Ça a été une surprise, même si on s'y attendait. On a voulu faire les choses tout naturellement. Et voilà, donc on a eu notre fils qui s'appelle Mathéo aussi, et qui aura 3 ans au mois de mars. Donc, un petit garçon. Aujourd'hui, est-ce qu'il a trouvé le temps de vous faire la demande de vos rêves? Alors, comme je le disais en début d'émission, j'ai toujours voulu un homme romantique. Ce n'était pas du tout le cas de mon mari, qui au contraire des filles ont une demande un peu plus romantique. Moi, c'était très bizarre. C'est-à-dire que j'ai voulu absolument qu'il me refasse une deuxième demande parce que le temps était passé et que, pareil, on approchait d'un mariage dans la famille. Donc, je suis arrivée un jour comme une furie à la maison. J'ai dit, il faut que tu me refasses ta demande. J'avais mon fils dans les bras, les courses de l'autre. Il était en train de bêcher le jardin. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Je l'ai regardé, j'ai dit, non, c'est pas rigolo. J'ai dit, je veux vraiment que tu me fasses une demande. Il me dit, c'est ma demande, c'est à prendre ou à laisser. Alors, ça le ressemblait, en fait. C'était exactement lui, donc du coup... il était en train de remuer ciel et terre pour vous. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je lui ai dit c'est vraiment une demande. Il m'a dit oui. Alors du coup, j'ai couru dans les bras, je lui ai fait un bisou. Et au final, je me rends compte que j'ai toujours voulu un homme romantique et je l'aime juste pour ce qu'il est maintenant. Et c'est ce qui fait toute notre histoire finalement. Eh bien, merci beaucoup à tous d'être venus témoigner avec ces histoires absolument charmantes qui répondent bien aux commentaires de Frédéric souvent. Là, on voit que ce sont des histoires d'amour qui se sont construites. Absolument. Où nos invités ont pris le temps de se découvrir. Et c'est un gage de durée. Frédéric, vous chattez cet après-midi? Oui, avec plaisir. Vous chattez? J'en suis fort aise. Donc, nos téléspectateurs ont donc rendez-vous avec vous juste après notre émission. Nous espérons vous revoir très vite en grande forme dans les fauteuils de l'Histoire continue, car ce sont de belles histoires que nous venons d'entendre, des histoires teintées de nostalgie qui ont dû avoir une résonance toute particulière chez les invités que je retrouve maintenant, chez Christian, qui avait lui aussi évoqué ses années lycée sur notre plateau. Nous allons tout de suite prendre de ses nouvelles et puis juste après, nous reviendrons sur le parcours de Shirley, une mère exemplaire qui se battait sans relâche pour sa fille
Jennifer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être revenus nous donner de vos nouvelles dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Je vais commencer avec vous, Christian. Je vous avais reçu le 12 septembre 2011 dans une émission intitulée « Ce complexe d'infériorité a été mon moteur pour réussir ». À l'époque, pour quelles raisons aviez-vous toujours eu la conviction d'être moins intéressant que les autres ? Je dirais qu'au niveau scolaire, par exemple, j'avais du mal à apprendre mes leçons. Pour passer au tableau, c'était très difficile. J'étais donc complexé à ce niveau-là. Quand je voyais mes camarades, enfin certains camarades en tous les cas, qui arrivaient au tableau, qui s'exprimaient sans difficulté, qui apprenaient sans difficulté. Donc je m'étais dit alors, je pars avec un handicap. À l'adolescence, quel événement est venu renforcer ce sentiment d'infériorité? Alors à l'adolescence, quand j'étais en seconde, il y a mon professeur de français qui m'interroge, donc qui me fait passer devant tous mes camarades. Et là, j'avais du mal à m'exprimer au niveau oral, je bégayais. Et donc le professeur m'a traité de cancre. Donc là, c'était comme un coup de massue que j'ai reçu, qu'il a fallu que je digère pour mettre après en place un certain nombre de paliers pour m'en sortir. Alors justement, vous avez alors tout mis en œuvre pour vaincre votre timidité. Oui. Vous vous êtes fixé des objectifs pour y parvenir. Lesquels? Alors plusieurs objectifs, notamment j'ai fait de la radio, je continue à faire de la radio. Aujourd'hui, je fais même de la télévision. Pas aussi connue que la vôtre, mais j'en fais aussi. Où vous en faites où? J'en fais sur TV Sol, qui est une télévision solidaire sur Internet, mais aussi Télé Toulouse. Voilà. Et puis je fais de la radio à Radio Occitanie par ailleurs. Et puis donc j'ai fait du théâtre. J'ai eu des responsabilités au niveau associatif, donc je me suis frotté aux questions des journalistes pour répondre à des questions par rapport à des engagements. Et le théâtre est une très bonne école pour se sortir aussi d'un complexe d'infériorité, de la timidité. Vous avez toujours été prêt à tout pour dépasser vos complexes et en venant sur notre plateau, vous avez relevé un sacré défi. Mais à l'époque, vous étiez alors loin d'imaginer l'impact que notre émission aurait dans votre vie, qui vous a réservé une très jolie surprise dans les jours qui ont suivi votre passage à toute une histoire. Eh bien, on va découvrir la réponse tout de suite en images. J'ai reçu un coup de massue. Ce coup de massue dont Christian nous avait parlé il y a 2 ans avait provoqué chez lui un complexe d'infériorité contre lequel il n'arrivait pas à lutter dans sa jeunesse. Interrogé devant tous mes camarades, donc un prof m'a traité en quelque sorte de cancre. Et là, j'avoue que c'est dur de s'en remettre. J'avais appris la leçon, mais la dire comme ça, ça m'était difficile. Je ressentais une espèce de souffrance par rapport aux autres. Hein. Je me disais, tu n'es peut-être pas capable de faire les choses. Christian souffrait de timidité maladive et avait du mal à s'affirmer. Après avoir beaucoup travaillé sur lui-même, il avait réussi à trouver une explication à ce phénomène quelques années plus tard. J'ai découvert, en fait, à travers mon fils, donc j'accompagnais chez un orthophoniste, qu'il était dyslexique et que je l'étais également. Donc, et ce qui expliquait ma lenteur dans le travail. Mais grâce à sa ténacité, Christian avait surmonté sa timidité. Petit à petit, j'ai fait effectivement mon chemin, j'ai réussi à grandir, à passer des étapes. Il fallait que je démontre que je n'étais pas ce cancre. Voilà. 2 ans après l'émission, nous retrouvons Christian à Toulouse. Comme tous les vendredis, il anime une émission dans une radio associative. Merci pour la réalisation aujourd'hui, parce qu'il va y avoir de la musique, de l'animation. Ce rôle d'animateur, Christian, l'ancien timide, n'aurait jamais pu l'assumer quand il était plus jeune. Alors cette activité d'animateur, pour moi, ça représente justement une revanche peut-être par rapport à ma jeunesse. À la radio, c'est effectivement Christian qui s'est lâché, qui a envie de dire des choses. Et j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir trouvé ma place. Une place qui permet aujourd'hui à Christian d'aller vers les autres et de travailler dans une ambiance conviviale. Adicias Traversée sur Radio Occitanie, une émission que vous retrouvez tous les vendredis entre 10h et 11h avec à la réalisation aujourd'hui Cédric qui est aussi rédacteur en chef et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission, micro Christian Moreto, mais pas que. À
voir Christian distribuer la parole, on aurait presque l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Alors nous t'écoutons, cher maître. C'est le temps des châtaignes. Le vent se lève. Et tu es toujours là, toi, le petit grain de résistance. Fragile comme une émotion, précieux comme le regard, celui du faucheur volontaire. Voilà, et ça aussi, c'est du direct. Ouais, ben, tu étais en forme finalement, le petit grain, le stylo, tout a bien fonctionné. Après l'émission, Christian invite Patrick, le poète, et sa femme à déjeuner. Car Patrick n'est pas un chroniqueur comme les autres. Voilà, entrez, mettez-vous à l'aise. Merci. Cher ami, comme je vois que vous êtes retraité, je vais vous embaucher pour m'aider un peu à finir de préparer. Allez-y, plaisir. Allez, nous y allons alors. Mais attends, je ne voyais pas les lunettes. Si la complicité entre eux est évidente, c'est parce que leur histoire ne date pas d'hier. C'est sur les bancs du lycée que les deux hommes se sont rencontrés. Troisième ou seconde, seconde. Ouais, seconde, et c'est là où j'ai eu le droit à la prof qui m'a traité de cancre. Et oui. Ouais, je me souviens. Et ça t'avait marqué. Nous avions un point commun, c'était la timidité. Voilà, j'allais moi te le plus dire. que toi. J'ai retrouvé, cher ami, j'ai retrouvé les lettres que tu m'avais envoyées. Génial, c'est pas vrai. Dans ce... Si. Ah ouais. Oh, Tito. Et si, j'ai trouvé ça. Soldat Christian Morito, 35e régiment d'infanterie, 11e compagnie, 2e section. Génial. Caserne. Génial. Cher Christian, enfin je me décide à prendre la plume pour t'écrire. C'était une lettre d'amour. Oui, déjà, tu vois, oui. Et si Christian et Patrick sont aussi émus aujourd'hui d'évoquer leurs souvenirs, c'est parce qu'ils se sont perdus de vue pendant près de 10 ans. Et s'ils se sont retrouvés, c'est grâce au passage de Christian sur notre plateau. J'ai donc mis l'émission. Je dis, mais attends, mais punaise, mais c'est Christian. Et alors là, j'ai dit, mais enfin, quand même, c'est un signe. Il faut que tu le recontactes, c'est pas possible. Je me rappelle, on s'est embrassés et puis on était là. Difficile de parler au départ. Nous refaisions connaissance. Voilà. Et donc nous sommes connus à 14-15 ans. Oui, tu te rends compte, oui, on a presque... l'interruption et après... Presque 50 ans. Ça le fait. Ça le fait. Christian, donc vous, on vous connaît, on découvre Patrick. En revoyant ces images, vous vous êtes trouvé enfin à la hauteur? Je me suis trouvé enfin à la hauteur et de toute façon, j'ai jeté tous les interdits, sans doute, et puis ma timidité. J'ai pris confiance en moi et je crois que c'est important aussi. Et puis, sans être égocentrique aussi, de s'aimer. Ça permet après de rayonner. Donc Patrick, vous l'avez retrouvé grâce à nous finalement, grâce à la diffusion de cette émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Patrick, en découvrant votre ancien camarade à la télévision? J'ai été, vous vous en doutez, profondément étonné. J'ai tout de suite reconnu Christian, j'ai monté le son et j'ai appelé ma compagne. Ah bah c'est sympa, donc ça veut dire que d'habitude, vous écoutez cette émission. Si, mais là, je l'ai monté parce que je voulais vraiment être encore plus attentif que d'habitude. Alors, vous l'aviez perdu de vue depuis quoi, une dizaine d'années? Une dizaine d'années, oui. Des chemins différents, des problèmes différents nous avaient éloignés. Alors, c'est vous qui avez repris contact avec lui? Oui, tout à fait. Après Comment vous y êtes pris? Après l'émission, j'ai dit, mais c'est un signe, il faut absolument que tu reprennes contact avec Christian. Et j'avais vu que donc il n'était plus avec la même compagne, donc je ne pouvais pas me servir de ses références d'avant. Et j'ai pris contact avec un réseau social, j'ai envoyé une invitation et puis j'ai attendu. Et comme Christian est un coquin, il m'a fait attendre un bon mois et demi avant de répondre, ce qui fait que je pensais que c'était fini et qu'il ne voudrait pas reprendre contact avec moi. Vous avez fait exprès? Non, je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas né avec un ordinateur devant les yeux, avec un réseau social que je manipule facilement. Donc non, c'est que je n'y vais pas très souvent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu cette attente-là. Sinon, et donc vous l'avez découvert par hasard en y allant, en vous rendant sur ce réseau social? Tout à fait. Je l'ai découvert par hasard et j'ai répondu immédiatement. Et alors, dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé exactement?
On s'est retrouvés après ces vacances parce qu'il a fallu encore que je patiente parce que Christian partait en vacances 15 jours. Et on s'est retrouvés ensuite dans un bistrot toulousain et autour d'un verre, le verre de l'amitié. Et là, on s'est retrouvés comme avant, avec peut-être quelques cheveux blancs en plus, mais on s'est serré très fort dans les bras. Et puis, Est-ce que vous êtes retrouvés comme si vous vous étiez quittés la veille? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, il ne me semblait pas qu'il y avait cette grande interruption. Alors, il se trouve que vous étiez là quand le professeur l'a traité de cancre. Vous en gardez un souvenir précis de ce moment-là? Oui, oui, parce qu'il m'en avait parlé tout de suite après le cours et on sentait que ça l'avait vraiment profondément touché. Et donc, on avait essayé tous les deux de voir comment on pouvait réagir et on sentait que vraiment ça l'avait touché au plein cœur. On pouvait réagir parce que vous vous sentiez concerné? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que c'était aussi la timidité qui nous avait réunis tous les deux. Ouais. C'est vrai que, bon, il l'a dit, j'étais un peu moins timide que lui, mais enfin, j'étais aussi très, très réservé. Et donc, je crois qu'on pouvait partager ces choses-là ensemble. La poésie aussi nous a réunis. Oui, la poésie, tout à fait. Est-ce que vous écrivez aussi? J'écris aussi des poèmes. Comment vous décririez votre relation aujourd'hui? C'est devenu d'une amitié profonde, c'est devenu maintenant quelque chose de fraternel. Je pense que maintenant, Christian, c'est pour moi le frère que je n'ai pas eu. Très bien. Vous aviez à cœur d'être à ses côtés aujourd'hui? Ah oui. Pour quelle raison? Pour lui montrer que, justement, mon sentiment envers lui avait changé, était encore plus profond, et pour lui dire que vraiment... Vous n'êtes pas en train de tomber amoureux de lui? Non, quand même pas. On ne se paxera pas à la fin de l'émission, mais on a, je crois, des choses à vivre ensemble, et avec nos compagnes aussi, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à vivre ensemble en amitié. Ben, on vous le souhaite. Oui, et puis vous voyez, là c'est en direct qui aussi vous a confié et qui me le confie aussi, qu'aujourd'hui me considère encore plus comme un frère, plus qu'un ami. Donc ça c'est encore très fort, cher ami. Ah ouais. Et merci à vous. C'est touchant, c'est rare de voir deux hommes fraternellement amis, aussi émus que vous. C'est très touchant. Vous formez un bien joli duo, en tout cas. Merci. Merci d'être revenus nous voir tous les deux. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Shirley. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 26 mai 2010 dans une émission intitulée Mère Courage. Elles se battent pour leur enfant. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner à l'époque? Alors, à l'époque, j'avais voulu témoigner parce qu'on avait dit à ma fille qu'elle avait une maladie incurable. Et moi, je ne voulais pas rester seule. Je voulais vraiment... faire connaître déjà sa maladie, faire connaître son combat, en parler et me sentir moins seule. Comment vous avez découvert la maladie de votre fille? Ça a commencé à l'âge de 7 ans en fait. Elle faisait beaucoup de surinfections pulmonaires, donc c'était des cures dans des centres, des hospitalisations à répétition. Et puis un jour, ils ont fait un scanner, ils ont fait une radio et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans ses poumons. De quelle manière son état de santé a-t-il évolué? Ça a évolué de pire en pire en fait. C'était de plus de surinfection en surinfection, jusqu'à arriver à l'ablation de la moitié du poumon droit en 2008. Donc elle a été opérée justement à l'âge de 14 ans. Les médecins donc, lui ont retiré la moitié du poumon droit. Quels conseils vous ont donné les médecins? Alors ils nous ont dit que bon, il fallait qu'elle change d'air, qu'elle aille vivre en altitude. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc depuis ce temps-là, elle vit dans les Pyrénées, loin de la maison. Et donc, bon, elle était vivre là-bas, elle se sentait déjà un peu mieux, elle faisait moins de surinfection, ou quand elle en faisait, elle était déjà dans un centre, donc les soins étaient directement sur place. Et au bout d'un an, les médecins en sont arrivés à une conclusion, laquelle? Alors, au bout d'un an, on nous a envoyés dans un autre hôpital, parce qu'ils bon, ne savaient plus trop quoi faire, donc ils nous ont envoyés sur Paris. Et à Paris, elle est allée dans un état d'encombrement assez important. Et là, le médecin lui a dit, si tu continues à avoir des encombrements aussi intenses, dans 4 ans, tu ne seras plus là. C'est sympa. Mais... Ouais, c'est assez dur, surtout devant un enfant, quoi. En tout cas, vous n'avez pas l'intention de baisser les bras. Non, vous du tout. avez envie de vous battre. Pour vous, vous avez été incapable d'accepter l'avis des médecins. Vous avez alors décidé d'avancer coûte que coûte. Vous avez donc créé votre propre association. Comme souvent, d'ailleurs, les parents démunis et isolés dans ces cas-là. Une association visant à récolter des fonds dans l'espoir de rencontrer d'éminents spécialistes américains. Alors, avez-vous finalement réussi à mener à bien votre projet? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images.
Je me bats contre une maladie qui a ma fille, une maladie pulmonaire qui lui ronge les poumons. Jennifer, la fille de Shirley, n'avait que 14 ans lorsque les médecins avaient détecté chez elle ce grave problème de santé. On nous a envoyé à un hôpital parisien qui ne lui a donné que 4 ans de vie. C'est l'effondrement, donc c'est vrai qu'on se bat justement pour trouver un moyen de stopper ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous savez sur cette maladie? Pas grand-chose. À l'inquiétude de savoir sa fille condamnée, s'ajoutait pour Shirley un éloignement douloureux mais nécessaire pour la santé de sa fille. Elle est obligée de vivre dans un établissement climatique à Fourremeux, donc elle est à 500 km de chez nous. On la voit que pour les vacances scolaires. Comment vous vivez cet éloignement avec votre fille? Moi, je le vis très mal parce que bon, on est super proches toutes les deux, on est vachement fusionnels. Je vais dans sa chambre, je dors dans son lit, je fais sa chambre, je l'aère, je fais comme si qu'elle était là en fait. Je regarde ses photos, bon forcément le soir je craque. Pour Shirley, impossible de baisser les bras. Elle remuait ciel et terre pour trouver une solution. Quel est votre combat aujourd'hui exactement? J'ai monté une association pour récolter les fonds parce que j'ai trouvé un hôpital spécialisé dans les poumons à Philadelphie. Mon but est de l'emmener là-bas parce que moi je me refuse de croire ce qu'on me dit, qu'il lui reste 4 ans de poumons. Je me dis que non, c'est mon enfant, donc c'est hors de question. Trois ans se sont écoulés depuis l'émission. Et suite à son passage sur notre plateau, l'association de Shirley s'est fait connaître et son projet a pu aboutir. Suite à l'émission, j'ai récupéré des dons, justement. Des personnes nous ont aidés, nous ont envoyé des dons, nous ont fait connaître par d'autres personnes et ça a permis qu'elle parte justement pour sa première visite à Philadelphie. Forcément, bon, on était toutes contentes toutes les deux, on partait à Philadelphie, c'était génial, on s'est dit c'est super, mais bon, au fond de nous, on a quand même un petit côté de nous qui nous dit, bon, il faut quand même peut-être s'attendre au pire, peut-être qu'en France, ils ont raison, il n'y a peut-être pas de solution. Une fois à l'hôpital de Philadelphie, Jennifer a été soumise à de nombreux examens. Et c'est entre peur et espoir que mère et fille ont découvert le diagnostic des médecins américains. Les 2 pneumologues qui sont venus voir Jennifer pour lui annoncer une bonne nouvelle. Bon, déjà, on ne te lâchera pas. Tu vas vivre, Jennifer. Il ne te reste pas 4 ans de vie. On va adapter un traitement. On va faire plein de bilans médicaux, plein d'examens médicaux. Et on va donner, justement, savoir l'origine de ta maladie pour justement mieux la traiter, mieux cibler exactement ce qu'il faut faire. Là, on m'annonce que Jennifer va vivre. Là, on se relâche et ben, on pleure, quoi. Voilà, on pleure, mais vraiment de joie et on est heureuses toutes les deux. Et on se dit, ça y est, enfin. Parce qu'elle ne va pas guérir, ça c'est sûr. Elle aura un traitement à vie, certes, mais elle sera vivante. Jennifer a enfin pu en savoir plus sur son état de santé. Elle souffre d'une maladie chronique pulmonaire qui ne lui coûtera pas la vie. Mais de retour en France, tout n'a pas totalement changé. Depuis la bonne nouvelle, en fait, on est toujours fusionnels toutes les deux, ça n'a rien changé. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a rien qui changera sur ça. Mais c'est vrai, Jennifer, j'ai tendance à la surprotéger par rapport aux problèmes de santé. Seul changement, mais non des moindres, l'envie de Jennifer de croquer la vie à pleines dents. On essaye vraiment de positiver, de faire Jennifer qu'elle soit vraiment bien dans sa peau, qu'elle puisse aller de l'avant et maintenant, ça y est, enfin, elle arrive à se projeter vers l'avenir. Elle sait que de toute façon, elle a un avenir. Claudette est une amie de la famille et elle a donc été témoin des épreuves que Jennifer a endurées. La jeune fille n'imaginait pas, même dans ses rêves les plus fous, un tel renversement de situation. Les médecins américains m'ont redonné espoir. Alors qu'avant, j'avais même plus envie de vivre. J'étais pas joyeuse. Elle se renfermait dans sa chambre. Elle ne recevait aucun ami. Elle ne parlait presque pas. Elle ne mangeait presque pas. Elle s'est laissée aller, surtout. Elle s'éteignait. Mais le voyage à Philadelphie a donné à Jennifer un nouvel élan. Après m'avoir redonné l'espoir, ça m'a reboosté, ça m'a donné plein d'énergie. Maintenant, depuis qu'on m'a annoncé une bonne nouvelle, j'ai envie de me lancer dans l'avenir. Elle a bien repris. Maintenant, quand je vais chez elle et tout ça, elle est avec nous. Elle n'est pas solitaire, quoi. Elle reste vraiment parmi nous. Non, elle revit, cette gosse. Elle revit. J'ai envie de me battre. Mes projets plus tard, c'est agent d'escale ou hôtesse de l'air. Et j'espère faire un de ces métiers. Si aujourd'hui Jennifer a retrouvé le sourire, c'est aussi grâce à l'énergie et l'amour sans limite de sa mère. Avec ma mère, on a un lien très fort. Elle m'apporte beaucoup d'amour. Ah, les rapports entre la maman et la fille n'ont jamais changé. Ils sont même encore peut-être plus forts, oui. Ça en fait qu'une. C'est un noyau. Oui, pour moi, c'est
Et pour moi, c'est l'amour de ma vie. Elle s'est toujours battue pour moi. Je la remercie du fond du cœur. Après 2 mois de cours, toujours dans son centre, à 500 km de chez elle, Jennifer s'apprête à rentrer pour les vacances scolaires. Un moment très attendu par toute la famille. Alors les enfants, vous faites quoi? On fait un dessin pour Jennifer. Alors, ça vous fait plaisir que Jenny arrive? Oui. Ah bah ouais. Ouais. On va encore faire des concours de jeux vidéo. Lequel? Le ski? Oui. Bah oui. Je vais m'amuser, me faire un gros câlin. Je lâcherai pas. Je suis impatiente, comme vous tous d'ailleurs. Voilà. Pour l'occasion, famille et amis ont tenu à l'accueillir. Et la jeune fille ne se doute pas de leur présence. Mais là, cette fois-ci, son retour, on ne pleure pas. Ça va, elle va me faire pleurer. Tout le monde. Ah, elle m'a fait du bien. Comme nous avons. On va boire un verre tous ensemble? On a qu'à l'arrivée, la miss. Allez, c'est toi, à toi l'honneur, Jennifer. On t'emmène. Ah ben, tu vas pouvoir retrouver ton chat après. À Jennifer. Ce soir, c'est le cœur léger que Jennifer s'endormira dans son cocon familial. Le lendemain matin, Shirley est la première levée, car elle aime toujours autant être aux petits soins pour sa fille. Bonjour maman. Bonjour madame. Tu m'as dormi? Oui. Ouais. Tu finis ta sortie de miss? Et D'accord. après, tu prends tes médicaments et après, on va se réparer. Chaque matin, Jennifer a son rituel. Un traitement assez lourd qu'elle doit respecter à la lettre pour limiter les infections. Et Shirley veille au grain. J'en ai marre de prendre tous ces médicaments tous les jours. Je sais, ma grande, mais bon, écoute, c'est quand même positif par rapport à ce qui t'avait annoncé à Paris. T'avais été en danger. Là, ce qui t'annonce à Philadelphie, c'est quand même du bonheur. D'accord. Même si c'est pas gagné, le combat continue, mais de toute façon, t'es une battante et on va y arriver. Oui. Ok? Ok. Allez, on se prépare? On se prépare. Allez, go. Soucieuse que sa fille s'épanouisse de plus en plus, Shirley lui a réservé une surprise. Allez, miss. Voilà, viens. Je t'avais dit de prendre ton maillot de bain, mais bon, t'as pas voulu, tant pis pour toi. Hein. Attention. Surprise. Tu vas faire une balade. Wow. Voilà. Ah, c'est beau. Alors, ça te fait plaisir? Alors là, j'ai trop du mal à parler. T'es contente? Ah, trop. Ouais. Je savais que c'était ta passion et que ça faisait longtemps que t'en avais pas fait. Et voilà, donc je pense que j'ai pas trouvé mieux. Ouais. Franchement, c'est la plus belle surprise qu'on m'a fait. Il y a une deuxième surprise. Donc tu patientes là et je vais chercher la deuxième surprise. D'accord? D'accord. Oh non. Oh, ça me fait plaisir. C'est trop bien, on va faire du cheval. Tu t'attendais à la Miss Aurore? Non, franchement, non. Alors en fait, vous allez faire une balade, mais toutes les deux entre amis. Ok? Ça va. Allez, je vous laisse. Oh, c'est trop bien. Il y a encore quelque temps, jamais Jennifer n'aurait imaginé vivre ces moments magiques avec son amie Aurore. Tu vois, aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi, toi, je me sens mieux. Tu sais, il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, quand tu m'avais dit qu'il te restait plus beaucoup à vivre, on a eu super peur de te perdre, moi et mes parents, et d'être avec toi maintenant, faire cette balade, c'est juste exceptionnel, quoi. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Moi aussi. C'est parti. Allez, Voilà, un reportage qui illustre une fois de plus le combat d'une mère pour son enfant. Une mère qui refuse l'inacceptable. Quel a été l'impact de toute une histoire dans votre vie? Ça a permis justement de faire connaître le combat de Jennifer. Donc on a eu des dons, on a eu des personnes qui nous ont contactés pour faire des événements et tout ça. Ça nous a bien aidés quand même.
Alors ça veut dire qu'on n'a pas pu identifier le gène de votre maladie en France? Non, en fait en France, donc on a eu le bilan, ils sont arrivés au bout et ils ne savent pas vraiment sur quoi exactement ils se battent. Et aux États-Unis, eux, justement, ils vont faire des bilans qui ne sont pas faits ici en France. Donc le prochain voyage est vraiment le plus important. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres cas similaires aux vôtres aux États-Unis? Je ne sais pas du tout ça par contre. En France, oui, il y a beaucoup de BPCO qui rongent les poumons, je ne sais pas trop, mais surtout à l'âge de 7 ans. Quand elle a eu ça à l'âge de 7 ans, non, je n'en connais pas. Qu'est-ce qui va se passer lors du prochain voyage aux États-Unis? Eh bien là, c'est justement, on va savoir déjà pourquoi elle a ça. Parce que là, pourquoi, on ne sait pas. Donc eux, ils vont faire plein de recherches, plein de bilans médicaux, donc on va rester plusieurs jours. Et on va savoir justement pourquoi elle a ça. Ils vont adapter un traitement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est baisser justement le traitement qu'elle prend actuellement, parce que c'est quand même un traitement lourd. En France, on devait l'opérer du poumon gauche, qui était aussi abîmé, et moi j'ai refusé. Et aux États-Unis, ils m'ont dit que j'avais eu raison de refuser, parce qu'on ne s'amuse pas à enlever des bouts de poumon par-ci par-là, sans savoir sur quoi vraiment on se bat. Donc c'est vrai que le prochain voyage est vraiment le plus important. Donc j'imagine que vous avez encore besoin de dons pour le financer. Voilà, pour ça, donc, vous êtes là aujourd'hui aussi. Voilà, peut-être pour vous remercier déjà ceux qui vous ont aidé après le premier passage. Pour remercier tous ceux qui nous aident, pour remercier tous ceux qui nous soutiennent. Remercier Aurore aussi, qu'on a connue, on va dire, grâce à la maladie de Jennifer et qui maintenant est devenue l'amie à Jenny. Et remercier France 2, remercier toutes les personnes qui sont là et qui ont été là et qui seront là pour nous. Alors comment on procède pour les dons? J'imagine qu'on s'adresse à notre site. Voilà, donc il y a un site qui est sosjennifer.com ou un Facebook où il y a plus de 5000 personnes dessus. Parce que j'imagine que vous allez partir aux États-Unis, vous allez rester longtemps sur place, le temps de faire tous les examens. Voilà, on va rester un certain nombre de temps, le temps de tout faire, parce qu'ils ne font pas tout le même jour, bien, malheureusement. Est-ce que vous faites de la kiné respiratoire aussi, comme pour la mucoviscidose par exemple? Je fais de la kiné 1 à 2 fois par jour. Si je suis trop encombrée, c'est voire 3. Et vous êtes toujours scolarisé dans les Pyrénées? Oui. Dans ce centre climatique à Font-Romeu? Oui. Ça vous fait du bien d'être en altitude toujours? Mais la séparation est dure et lourde à supporter, j'imagine. Elle est très dure car je suis loin de ma famille. Ça me manque. Ouais, je comprends bien. À chaque fois qu'elle part, c'est les pleurs. Elle revient, c'est les pleurs, mais c'est les pleurs de joie. Et quand elle part, bon, c'est pas du tout les mêmes pleurs. Mais vous voyez tous les combien? On se voit toutes les vacances. Voilà, que pour les vacances, parce que bon, c'est vrai qu'elle a un papa qui est routier, donc qui rentre que le vendredi soir. Après, pour aller la voir, il y a quand même pratiquement 500 km, donc en 2 jours, c'est vraiment pas évident. Quand on va la voir, c'est quand il y a un pont ou qu'il y a 3-4 jours, mais sinon, on est obligé d'attendre qu'elle revienne d'elle-même pour les vacances. C'est dur tout ça, hein, ça fait beaucoup. Ça fait longtemps que ça dure. Supporter la maladie, en plus être recoupé des siens, c'est beaucoup à la fois. Oui. Bah, écoutez, j'espère qu'on va pouvoir vous aider là-bas aux États-Unis. J'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui seront sensibles à ce combat et seront généreux avec vous pour vous permettre au moins de connaître les causes de cette maladie. Voilà, déjà mettre un nom réel et pouvoir adapter un traitement. Et voilà. Eh bien, j'espère qu'on sera sensible à cette cause-là. Et puis, vous venez nous donner de vos nouvelles. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bon courage, en tout cas. Merci. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. You'd put the moon in a basket on your bike front by the coast. The way you faced it up in pale grief, you were a ghost. You like to play with darkness. Je suis tombé amoureux de cet homme. Ils ont quitté leur femme pour un homme. Mon père est tombé amoureux d'un homme, donc il a décidé de tout quitter. J'ai découvert l'homosexualité de mon père à l'âge de 12 ans. Il me disait que c'était tonton et je lui ai demandé si c'était vraiment tonton ou si c'était son amoureux. Comment ont-elles vécu le coming out de leur père qu'elles croyaient pourtant bien connaître? Ça a été un choc. Je me suis effondrée complètement. J'avais vraiment l'impression de ne plus savoir où étaient les repères. J'ai des séquelles dans ma vie de femme. Pour moi, tous les hommes sont un peu homosexuels. J'ai envie de lui dire que derrière chaque hétéro, il n'y a pas un homosexuel.
Alors il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions. Le fait qu'il soit homosexuel, ça change rien. Enfin, je l'aime comme il est et je l'aimerai toujours comme ça. C'est mon papa et il restera mon papa. La seule chose que je lui reprocherais à ma fille, c'est qu'elle me pique toujours mon anti-cerne. Elle le met même dans son sac pour aller à l'école. Enfin, et moi, je cherche. Moi, elle me pique mon anti-cerne et mes